Au lendemain d'événements qui nous ont littéralement abasourdis, nous sommes restés tétanisés par la tragédie et la mort d'hommes, voire de femmes, auxquels nul ne pouvait s'attendre, même dans le paysage de désolation qui est le nôtre aujourd'hui. Il y a encore, nous sommes en état de droit avec des forces de police. D'ailleurs, les gens qui ont été massacrés étaient protégés par des forces de police qui sont montrées particulièrement d'ailleurs, hélas pour les hommes qui ont péri, je parle aussi bien des policiers, qui sont montrés particulièrement inopérantes. Donc il faudra se poser des questions aussi sur ce point. Mais force nous est aujourd'hui, alors que 2 coupables présumés sont pourchassés, sont traqués, on ne sait pas d'ailleurs s'ils sortiront vivants de cette chasse à l'homme, de nous interroger avec un regard plus froid, plus distancié sur ces événements sur lesquels subsistent beaucoup de zones d'ombre qui nous interpellent à bien des égards. Il y a des contradictions que la presse n'aura pas soulignées, qu'il aura au contraire peut-être qu'elle se sera employée à gommer, mais que nous devons, parce que nous sommes des hommes libres, nous prétendons l'être, nous nous efforçons de l'être, nous devons explorer, analyser, répertorier, et je crois que c'est une tâche utile et nécessaire pour tous et chacun d'entre nous. En ce qui concerne les faits eux-mêmes, 2 hypothèses. Soit nous avons un attentat qui a été perpétré par des fanatiques musulmans, des islamistes appartenant à soit des isolés d'ailleurs, de frères isolés, puisqu'on sait maintenant qu'il s'agit de 2 individus identifiés, nous reviendrons sur cette identification, ou appartenant à une cellule activiste restreinte, dormante ou franchisée, comme on se plaît à le dire à l'heure actuelle, soit il s'agit de quelque chose de plus grave, de plus conséquent, qui serait un acte de guerre et donc une provocation. Ça, nous reviendrons sur cette hypothèse qu'on ne peut pas exclure d'entrée de jeu, même si la presse privilégie toujours certains aspects au détriment des autres. Alors, le modus operandi, ou plutôt le déroulé de l'opération, puisqu'il faut parler d'opération, d'une véritable opération commando, se déroulait à un schéma tout à fait militaire. On avait l'impression de voir des membres des forces spéciales, on ne sait où, intervenir avec un sang-froid, un caractère méthodique, posé, prenant leur temps, puisque l'opération aurait duré plus de 10 minutes. On sait que les opérations de ce type de commando, comme par exemple la liquidation de Ben Laden, sont des opérations qui tiennent en quelques minutes. Nous avons affaire à des hommes qui sont particulièrement performants, pour utiliser ce vilain mot, particulièrement aguerris, qui font preuve d'un sang-froid extraordinaire, puisqu'on le voit, l'un d'entre eux, après avoir abattu un policier dans la rue, se prend le temps de ramasser une chaussure et donc de ne pas laisser de preuves. Ils partent tranquillement. Ils ont affronté au préalable deux équipes de policiers, une en voiture sur laquelle ils ont tiré et qui est partie en marche arrière, l'autre ils ont fait fuir des policiers à vélo. Donc ce sont des gens qui à aucun moment ne perdent leur sang-froid. Or, ce sont les mêmes hommes qui vont oublier leur papier d'identité lors du changement du second véhicule. Ça semble extraordinaire. A priori, lorsque vous vous engagez dans ce type d'opération, vous n'avez pas de papier d'identité sur vous. Ça rappelle fâcheusement l'épisode du World Trade Center, dans les décombres fumantes, alors que l'acier a fondu, on trouve un passeport miraculeusement tombé d'un des avions désignant donc un pirate de l'air saoudien.
Notons que plus les choses sont extraordinaires, plus elles sont gigantesques, énormes, phénoménales, et plus elles ont une chance de passer. Puisque c'est tellement estomacant, c'est tellement sidérant, qu'on a vraiment l'impression qu'il y a des miracles qui opèrent, des Deus ex machina. Le Deus ex machina, ce qui veut dire le Dieu sorti de la machine, c'était dans les décors de théâtre autrefois, au XVIIe siècle, il y avait Zeus qui descendait des cimaises, des cimaises du décor. Voilà. Donc Deus ex machina. Ce qui fait que dès la fin de l'après-midi, on avait identifié, encore une fois, les perpétrateurs de ce crime, que nous soulignons est un crime odieux. Mais nous allons continuer à décortiquer et à analyser à la fois les circonstances, les antécédents, les arrière-plans, au-delà des émotions suscitées, entretenues par la presse, créée même de toutes pièces par la presse, et au-delà de l'indignation, qui est une indignation tout à fait nécessaire, mais aussi tout à fait orchestrée. Oui, donc des papiers qu'on trouve miraculeusement, il faut parler de miracles, et qui permettent d'identifier deux hommes, deux frères, nés dans le 10e arrondissement dans les années 80, l'un ayant 32, l'autre 34 ans, ayant appartenu à des cellules pro-djihad du 19e arrondissement, n'ayant jamais fait le djihad eux-mêmes, mais l'un d'entre eux ayant effectué un séjour en prison justement pour incitation au départ au djihad. Ceci étant dit, ce n'est pas en prison qu'il a appris le maniement des armes, ni même peut-être à Fontainebleau, et encore moins au Bois de Boulogne. Alors je veux bien qu'on nous dise que des jeunes gens s'entraînent, mais avec quels moyens, quelles armes? Bon, on trouve des armes dans les banlieues. Elles ne sont pas excessivement chères, mais les munitions sont très chères. Une balle de Kalachnikov doit être aux alentours d'un euro pièce. Donc vous imaginez les fonds que cela, ne serait-ce que pour l'entraînement. Or, si on regarde les vidéos, on voit qu'il y a une voiture de police avec des impacts qui ne sont pas le fait d'un tir de chasse-peau, enfin plutôt de fusil à pompe avec des chevrotines, qui ne sont plus en vente en France d'ailleurs, de chevrotines, mais bien un groupement d'impacts d'un fusil de guerre. Or, le groupement, c'est un groupement réalisé, obtenu par un véritable professionnel. Si vous ne tenez pas fermement votre arme, l'arme va monter, sauter, vous allez disperser vos projectiles. Or là, vous avez sur 30 cm², vous avez un groupement presque parfait. Je ne crois pas que des gens qui n'aient pas une formation, enfin moi c'est ma conviction, n'aient pas une formation précise, professionnelle, difficile, dure. D'ailleurs ces gens, notons, étaient habillés comme des commandos des forces spéciales, et non pas comme de simples djihadistes. Donc ces gens qui font preuve d'un tel professionnalisme vont oublier miraculeusement pardonnez-moi d'insister, ces papiers d'identité, ce qui va permettre de les traquer immédiatement. On ne les a pas encore attrapés à l'heure actuelle. Gageons que si on arrive en termes policiers à les loger, tout comme dans l'affaire Mera, normalement ils ne devraient pas s'en sortir vivants. Il ne faut pas qu'il y ait de témoignages. Notons aussi la similarité de leur cas avec celui des frères Tchernaïev à Boston, un attentat aussi qui comporte énormément de zones d'ombre. Là, ça mériterait de revenir là-dessus, dont le frère, le perpétrateur, a été immédiatement tué chez lui alors qu'il était désarmé par les forces du FBI. Le frère, celui qui passe en jugement, a été blessé et ne peut pas témoigner puisqu'il n'aurait pas véritablement, bien qu'il soit exposé à être condamné à la peine de mort, la peine capitale. Donc il y a une similarité là également. Il y a deux frères de l'autre côté. Dans ce cas, comme dans d'autres, comme dans le cas du 11 septembre, et certains ont dit que cet épisode était le 11 septembre du pauvre, le 11 septembre à la française, destiné à susciter un choc national et international. Et nous verrons tout à l'heure
quelles pourraient être les raisons d'avoir voulu susciter ce choc, que ce soit les deux frères en question qui aient commis ce crime, ou qu'ils aient de leur propre chef, ou qu'ils aient eu des commanditaires. Là aussi, on trouve des preuves immédiates. Le soir même du 11 septembre, personne n'avait rendu de rapport, mais on avait déjà désigné Al-Qaïda, on savait déjà tout. Chose étrange, je demande là simplement à nos auditeurs, téléspectateurs, de réfléchir à la question suivante. Comment se fait-il qu'on identifie ces gens aussi vite, indépendamment des pièces d'identité trouvées dans la voiture, alors qu'on n'a pas pu les identifier avant, qu'on n'a pas pu... tout d'un coup, en une seconde, le travail qui n'a pas été effectué en amont pendant des mois, voire pendant des années, se cristallise et on désigne immédiatement les coupables. Je rappellerai sur les attentats du 11 septembre que plusieurs années après, Oussama Ben Laden, qui avait été désigné comme le principal responsable, l'auteur, encore une fois, le décideur des attentats, n'était pas désigné par le FBI pour cet attentat. Il était recherché par le FBI uniquement pour les attentats de 1998, Dar es Salaam et Nairobi contre des représentations diplomatiques américaines. Donc parmi les 10 most wanted people, il y avait bien Oussama Ben Laden, mais pas pour le 11 septembre. Les journalistes qui sont d'investigation, c'est bien connu, ont mis des années et des années à s'apercevoir de ce fait pourtant extraordinaire. Au-delà de la mort tragique de 12 personnes, et peut-être demain de 13, de 14 ou de 15, et surtout de la mort de 2 policiers qui étaient en service, qui étaient des policiers tout à fait innocents, qui n'avaient rien à voir de près ou de loin avec la politique éditoriale de Charlie Hebdo, de savoir que ce commando n'a pas agi comme agissent véritablement les membres fanatiques de l'État islamique au Levant ou d'Al-Qaïda, qui ont des motivations religieuses. Et quand je dis religieuses, à la façon ou à habit de leur religion très particulière, qui auraient dû, en tout état de cause, soit venir se faire exploser en tant que martyr, shahid, soit commencer par mettre le feu ou faire sauter l'immeuble pour détruire tous les éléments matériels impies, notamment les fameuses caricatures, mais ce n'est pas seulement les caricatures de 2006, repiquées d'un journal danois, ce sont surtout les caricatures postérieures. J'engage ceux qui nous verront, qui nous regarderont, à se rendre sur la page images de Google et de regarder les premières de couverture de Charlie Hebdo, qui sont tout à fait évocatrices de ce point de vue et qui montrent bien à quel point c'était un journal très particulier. Donc ces gens n'ont pas agi comme agissent véritablement des fanatiques musulmans dans des circonstances analogues. Ils ont agi comme des exécuteurs. Et puis il y a un détail qui tue, que personne n'aura jamais relevé, mais que moi personnellement j'ai relevé pour avoir vécu dans le 20e arrondissement, bien connaître les milieux de l'immigration, mais pas seulement maghrébine, aussi bien pakistanais et autres. Lorsqu'ils prennent une 3e voiture à la porte de Pantin, c'est une Clio, le propriétaire en descend, on le fait descendre d'ailleurs sans violence, et le propriétaire, avant qu'il ne parle, demande à récupérer son chien. Alors, très obligeamment, les tueurs autorisent le propriétaire à récupérer le chien. Je puis vous dire que des fanatiques musulmans auraient tué le chien, l'auraient jeté par-dessus bord je ne sais où, ou ne l'auraient même pas touché, puisque le chien est un animal haram, fondamentalement impur, dans une interprétation très restrictive et absolument stupide du Coran. Donc jamais il n'aurait autorisé le blanc, il lui aurait collé une balle dans la tête, et à son chien aussi. Enfin, à la limite. Donc si nous avions eu affaire à de purs fanatiques. Donc, les esprits éclairés, il y a déjà beaucoup de gens qui, à travers le monde, réfléchissent à ces événements,
se disent que nous n'avions pas affaire à ce moment-là à des hommes purement mus par des motivations religieuses et fanatiques, aussi d'ailleurs, aussi déculturés soient-ils pour avoir vécu dans le 19e, parce qu'après tout, on n'est plus tout à fait, quand on est un fanatique musulman, on regarde Google, on regarde les vidéos, on connaît les canons de la loi. D'ailleurs, le premier quincaillier pakistanais du boulevard de Belleville, ou plutôt du 19e ou du 20e arrondissement, on les connaît parfaitement. Hein. Enfin, de leur foi à eux, c'est-à-dire que le chien est l'abomination de l'abomination. Donc là, vous voyez, il y a une fausse note qui vient se surajouter à l'extraordinaire bémol que constituent ces papiers. Donc maintenant, on traque des hommes, on a déjà arrêté certains de leurs proches, gageons que, comme dans l'affaire Mera, ces hommes ne seront pas pris vivants et ne seront pas conduits à témoigner. Maintenant, si par miracle on les prenait vivants, si par miracle ils étaient conduits à passer des aveux, là aussi il faudrait malgré tout avoir quelques réserves intellectuelles à l'égard de ces aveux, en se demandant ce qui se cache et qui a manipulé cette opération, puisque une opération aussi complexe, aussi parfaite dans sa conduite, dans sa réalisation, ne peut pas être le fait de deux individus dont l'un a passé 3 ans en prison pour avoir prêché le djihad, mais qui n'ont jamais connu un entraînement militaire de haut niveau, encore une fois, du niveau de force spéciale, pour accomplir une mission qui mérite là aussi une profonde réflexion quant à ses objectifs réels. Qui était visé, ce que la presse s'empresse de désigner comme les journalistes. Alors, si les gens de Charlie Hebdo sont des journalistes, Raymond Cartier par exemple, l'homme qui a dû créer Paris Match, qui était un grand journaliste au lendemain de la guerre, n'était pas un journaliste. De même que si Picasso est un peintre, Rembrandt n'en est pas un, c'est exclusif l'un de l'autre. Quand on regarde les caricatures de Charlie Hebdo, on se demande quelle est leur conception de la liberté d'expression. D'ailleurs, une liberté d'expression qui comporte des cibles, mais au même titre qu'on parlait autrefois du pâté d'alouette, avec une alouette et un cheval. Alors de temps en temps, puisqu'il faut mettre tout le monde soi-disant à égalité, il y aura un zeste de condamnation, de caricature de certaines communautés, mais ce sont les communautés essentiellement chrétiennes, particulièrement catholiques, et musulmanes qui sont visées, avec des dessins qui dépassent le niveau concevable de l'ordure. Il faut bien dire, c'est pas de la presse de caniveau, c'est de la presse de santine, c'est de la presse de fausses sceptiques, si on peut appeler ça. Donc on désigne des journalistes, moi je veux bien. De toute façon, nous devons tous déplorer qu'il y ait eu mort d'hommes, voire mort de femmes. Nous devons tous le déplorer. Mais toujours est-il qu'il est totalement abusif de désigner ces gens comme représentants de la liberté d'expression. En Europe, en France peut-être pas aujourd'hui, mais en Allemagne, en Angleterre, en Autriche, en Suisse, il existe des prisonniers d'opinion. Il existe dans tous les pays d'Europe, y compris la Suisse qui n'est pas membre de l'Union européenne, des lois qui sont des lois qui répriment l'opinion. Donc l'opinion n'est pas libre, contrairement à ce qu'on nous dit. Quand on nous dit que ces gens cultivaient l'impertinence, cultivaient l'esprit critique, qu'ils avaient de l'humour, mais quel humour ? Leur humour, c'est au niveau de l'ordure. Encore une fois, je renvoie ceux qui nous regarderont à Google et aux premières de couverture, donc on ne parle même pas des dessins qui étaient à l'intérieur du journal, qui sont plus ordurières et obscènes les unes que les autres. Alors je veux bien que l'on trouve que c'est très bien dans un sens, mais tout cela est à géométrie variable. Encore une fois, ces gens qui soi-disant défendaient à travers la liberté d'expression la démocratie, c'est quand même une expression démocratique assez totalitaire, puisque ces gens désignés comme
non pas, jamais on ne parle de non-conformisme à leur propos, mais on dit impolitiquement correct. En quoi était-il impolitiquement correct? L'islamophobie est une idéologie dominante, l'idéologie non pas des minorités, on va dire les minorités au pouvoir, parce que le Parti socialiste n'est pas une majorité, c'est une minorité en France, mais une minorité proactive, développe un antichristianisme et un anticatholicisme rabique et virulent. Donc ces gens étaient fondamentalement politiquement corrects. C'est exactement le contraire. Alors, beaucoup de braves gens abusés croient qu'effectivement, on a attaqué la liberté d'expression. Mais c'est une liberté d'expression qui était une arme de guerre, une arme de décomposition de la société, de la famille, qui promouvait d'ailleurs ouvertement et violemment l'avortement. Tout est permis dans un sens, hein, tout est de l'humour, comme ces femmes, ou ces femelles dites fémènes, dont l'une est allée mimer un avortement avec un foie de veau sur le maître-autel de l'église de la Madeleine, qui a été condamné par les tribunaux de façon très bénignement. On considère que c'est de l'humour. Mais essayez d'aller faire ça dans certains lieux de culte réservés et d'ailleurs protégés par la police, et vous verrez ce qui vous arrivera. Vous vous ferez écharper. Enfin, où il y aura des manifestations gigantesques le matin de la rue. Encore une fois, les indigènes de ce pays, je parle des indigènes, les vrais indigènes, les aborigènes, c'est-à-dire les Français ethniques, sont les plus mal lotis avec leur religion et ont le droit à toutes les attaques. Et au nom de la liberté de l'expression et de l'humour, ils doivent se taire et tout accepter. Voilà. Alors, il est vrai aussi que si les coupables aujourd'hui désignés sont vraiment les auteurs de ce crime, il faut bien comprendre que l'islam n'est pas encore totalement immasculé. L'islam est ce qu'il est. Que nous aimions, que nous n'aimions pas l'islam, nous devons le respecter. Dès lors qu'il est ici, qu'il s'exprime pacifiquement, calmement. La question de savoir s'il y a trop ou pas assez de musulmans en France est une autre question, mais nous ne devons en aucun cas bafouer, humilier, avilir, souiller ce que faisait Charlie Hebdo, la foi d'autrui. Si nous voulons être respectés, il faut aussi respecter les autres. Et là, je ne plaide pas pour cette tarte à la crème qui s'appelle le vivre ensemble. Donc, voir que Charlie Hebdo, en tant que cible, était une cible parfaite, puisque aux yeux du grand public, il pouvait incarner, encore une fois, la démocratie et le sommet de la démocratie qui serait cette liberté d'expression qui est, je viens de le dire, en fait, qui est une fiction. Il n'y a pas de liberté d'expression dans ce pays, puisque, encore une fois, j'ai regardé très assidûment la télévision tout au long de la journée. J'ai vu comment l'information était affinée, comment certains visages étaient floutés, comment certaines scènes disparaissaient, comment certains commentaires et commentateurs n'étaient plus invités. Nous avons une information à sens unique, nous avons une information... ne parlons même pas de politiquement correct, toute pensée unique, nous avons une information à sens unique, et tous ceux qui pourraient dire autre chose sont évacués, comme par exemple l'ancien directeur de la sécurité de la DGSE, au service de renseignement et de sécurité extérieure, Alain Chouet, qui est un grand spécialiste du monde musulman, notamment il a été chef de poste, chef d'antenne pendant 4 ou 5 ans en Syrie, auquel la journaliste disait « mais nous avons entendu Allahu Akbar ». Et alors Alain Chouet répondait « oui, et alors, moi-même je peux crier Allahu Akbar ». Oui, on peut crier Allahu Akbar. Donc, tout ça pour dire que cet événement, au-delà même de la tragédie qu'il représente, laisse une profonde impression de malaise. Le passeport miraculeux, la dissonance profonde qui existe entre le mode opératoire de commandos fortement aguerris, spécialisés du crime, et en même temps l'amateurisme de ces gens qui n'ont aucune formation militaire et qui apparaissent un peu comme des
non pas des boucs émissaires, je n'aime pas le terme, mais comme ces daguets que les grands cerfs chassés à court essayent de pousser devant eux, pousser devant la meute, de débusquer pour pouvoir eux-mêmes prendre le large. Et donc nous avons, en tout cas, en tout état de cause, même si ce sont eux les tueurs, parce qu'on ne peut pas en exclure l'hypothèse, tout à fait, d'entrée de jeu, on peut penser que ce sont malgré tout des lampistes et qu'il faut voir quels intérêts ils servent, qui les aurait incités, qui les aurait armés, qui les aurait formés, qui les aurait poussés au crime. Ça, c'est une question qui se pose fondamentalement. Alors, pour revenir à Charlie Hebdo, même si tout cela est un peu dans le désordre, Charlie Hebdo était une cible extraordinaire. Un attentat terroriste politique aurait visé une personnalité politique, visé à décapiter un parti ou une personnalité particulièrement symbolique. Tandis que Charlie Hebdo, on savait qu'il y aurait un énorme ressenti populaire et que là aussi on touchait au cœur du système. Donc la cible déjà en soi montre bien, parce que c'est une petite cible en fait Charlie Hebdo. Et c'est une petite cible qui peut correspondre à des islamistes, mais nous avons essayé de montrer que le profil même des tueurs, le profil des tueurs désignés ne correspond pas au profil de véritables islamistes fanatiques. Alors, à qui peut bénéficier ce crime au-delà lecture primaire, lecture triviale, lecture immédiate, réactive des événements qui conduisent immédiatement à focaliser sur la question de l'islam. Bon, écoutez, on a vraiment l'impression que aujourd'hui on utiliserait ce mot atroce de timing, que le timing est parfait, comme s'il y avait eu une programmation. Alors c'est vrai que le livre de Houellebecq venait de sortir, que Charlie Hebdo avait démultiplié ses tirages en raison même de sa première de couverture sous Houellebecq, qui est de son islamophobie, donc c'était une publicité faite pour le journal. Mais au moment où M. Hollande est en train de se noyer, on le voit en train de disparaître dans une sorte de maelstrom, de sombre maelstrom étant un tourbillon, tout cela au moment où la Grèce, il y a un vote à la fin de la semaine, je crois vendredi, qui risque de conduire la Grèce à sortir de l'euro, donc l'éclatement de la zone euro. Après, dans quelques mois, ça sera peut-être le Royaume-Uni. Au moment où tout s'en va à volo, où la classe politique française est en train de plus ou moins de se disloquer, est en guerre intestine, tout ça représente un fantastique, un prodigieux ballon d'oxygène. Et j'allais oublier l'essentiel. Au moment où l'État hébreu va connaître lui aussi des élections législatives, où la majorité, le parti au pouvoir, le Likoud, est en difficulté, et doit faire face à une vague mondiale sans précédent. Personne, les journaux ne vous donneront pas les chiffres, mais c'est 100, 200 États à travers le monde qui ont déjà reconnu l'État palestinien. Alors je ne dis pas qu'on a voulu punir aussi la France pour avoir reconnu cet État palestinien, mais tout d'un coup, refaire entre le livre de Houellebecq, le massacre de Charlie Hebdo, et vous savez que dans ces cas-là, les vies humaines ne comptent pas beaucoup, hein. On peut sacrifier un certain nombre des siens, on en fait des martyrs, justement pour défendre une cause. Donc refaire basculer la France dans l'islamophobie, dans une islamophobie non pas radicale, mais affirmée. Vous voyez ce qui se passe en Allemagne avec ces mouvements populaires, non politiques, mais de rejet de la présence massive des musulmans. Sans doute justifié. On nous parle d'Arabes en Allemagne, mais non, ce sont essentiellement des Turcs. Et certains commentateurs, d'ailleurs, confondent les Turcs et les Arabes, ce qui est assez amusant, quant au degré d'inculture des commentateurs journalistiques et des médias. Donc, Israël est en très mauvaise posture. La campagne de Gaza a été un échec, au moins au plan médiatique. Les Israéliens ont entassé ruine sur ruine. Vous noterez d'ailleurs qu'en France, on est censé traquer les jeunes gens qui partent faire le djihad
en Syrie après les avoir encouragés, en désignant Bachar comme la bête à abattre, mais que les jeunes gens français binationaux qui vont combattre dans les rangs de l'armée israélienne, à savoir Tsahal, qui notamment ont été combattre à Gaza, ceux-là, lorsqu'ils rentrent en France, ne sont pas considérés comme des parias ou comme des traîtres à la nation ou comme des gens qui seraient allés vivre ou pratiquer une certaine forme de djihad. Comprenne qui pourra, mais c'est ainsi. Non, mais il faut bien le noter. On a 30, 40, 50, 60 jeunes gens qui, lors de la guerre de Gaza, il faut bien parler de guerre, sont allés combattre, sont sans doute pour la plupart revenus depuis. C'était des engagés volontaires, mais dans ce cas-là, c'est bien quand il s'agit d'aller casser du palestinien. J'apprenais qu'il y a encore un certain nombre de Palestiniens chrétiens, il faut quand même le préciser, que la résistance palestinienne est majoritairement au départ chrétienne et non pas musulmane comme on le croit aujourd'hui. Les choses ont changé depuis. Bon, donc tout le monde peut avoir intérêt à accentuer la cassure communautaire tout en plaidant officiellement pour le vivre ensemble, pour la société plurielle, pour la diversification, pour l'amour, aimons-nous, embrassons-nous, Folleville. Donc jouer sur les deux tableaux, souffler de chaud, souffler de froid, tout ça en nous inscrivant la France dans une logique de choc des civilisations, qui est aussi tout à fait étranger à l'idéologie, je veux parler d'idéologie djihadiste, qui elle veut créer des territoires totalement musulmans, mais certainement pas porter la guerre. C'était aucun des théoriciens, notamment le théoricien des frères musulmans, ne veulent porter la guerre dans ce qui n'est pas le Dar al-Harb, le territoire de la guerre, ni le territoire Dar al-Islam, la maison de l'islam. L'Europe n'est pas terre de conquête pour l'instant, même si s'il y a on ne va pas dire invasion, un envahissement, une progression, une consolidation de l'islam. Il faut voir aussi qui procède, aide à cette consolidation. Ce sont ceux qui construisent des mosquées, entretiennent les associations musulmanes. C'est essentiellement le Qatar et la France, grands pourvoyeurs de fonds souverains pour les hommes politiques français, de droite comme de gauche, qui sont tous allés tendre leur sébilles, M. Hollande en tête, mais également M. Villepin, M. Sarkozy, un jour à Riyad, un jour au Qatar, qui a des gros marchés. Si quelqu'un aujourd'hui promeut le djihad dans le monde, mais certainement pas en France, mais en tout cas fait progresser l'islam en France et en Europe, ce sont nos grands amis et alliés de la péninsule arabique. Alors non, il ne s'agit pas pour nous de désigner qui que ce soit en disant on ne va rien affirmer, tout est... Mais l'on peut supposer. Et je note que dès hier, d'ailleurs, parce que l'on ne prête qu'aux riches, de noirs soupçons se concentraient sur les uns et les autres, en disant tout le monde, il a sauté aux yeux de tout le monde, que ce n'est pas deux simples petits voyous ou grands voyous reconvertis de nos banlieues ou du 19e arrondissement qui pouvaient conduire une opération d'un tel niveau et d'une telle qualité d'ordre militaire, avec gilet pare-balles, brelage, chargeurs, avec une telle économie d'ailleurs de l'utilisation des munitions, une telle précision. Alors je crois, mais l'information n'est pas reparue, qu'au moment de tuer les journalistes, entre guillemets pour journalistes, ils ont été les tueurs ou les exécutants ou les mercenaires, puisqu'ils sont peut-être des mercenaires, ont désigné par leur nom ou leur prénom les membres principaux qu'ils visaient. On savait d'ailleurs en visant ces journalistes entre guillemets que c'était des cibles symboliques et qu'au-delà des hommes que l'on tuait, c'était essentiellement ces symboles destinés à lancer un électrochoc sur la population et sur ce qu'on appelle la communauté internationale, c'est-à-dire sur la sphère occidentale. Et au-delà, et aussi bien la sphère africaine d'ailleurs, de l'Afrique de l'Ouest francophone.
À qui bénéficie, non pas à qui profite, mais à qui bénéficie, aux tenants aux États-Unis, aux tenants du choc des civilisations, ce qu'on appelle communément les néoconservateurs, mais les néoconservateurs, vous en avez aussi bien dans le Parti démocrate. Ceux qui, pour conduire la politique impériale des États-Unis au Proche-Orient, politique qui vise à la dislocation des États-nations, au morcellement ethnique, confessionnel, ethno-confessionnel, veulent radicaliser. Aujourd'hui, si d'ailleurs on veut que l'État hébreu ait des chances de survivre, parce qu'il est somme toute en mauvaise posture, qu'il ait des chances de survivre, il faut aujourd'hui émietter ce Proche-Orient et qu'il n'y ait plus de pôle de puissance qui puisse faire obstacle au rayonnement de cet État hébreu et à son extension, le cas échéant. Le crime, en tout cas, profite indirectement, mais directement aussi, à la classe politique française qui, je l'ai souligné tout à l'heure, est dans un état de déshérence, de déconfiture, de discrédit, comme on ne l'a jamais vu. C'est donc du pain béni, c'est une chance inouïe. Au moment où le bateau coule, il y a des remorqueurs qui viennent et qui tirent. Et là encore, on va bien voir dans les jours qui viennent si l'APA a fonctionné et si la France se rassemble dans un grand sursaut républicain. Mais là encore, et ce ne sera peut-être pas pour conclure ici, en disant que les Français, une fois de plus, ont été menés par le bout du nez, ont été abusés, ont été trompés, ont été leurrés. Et là encore, ces opérations de sidération collective sont tout à fait remarquables. Et il faut bien songer, lorsque l'on regarde, on considère avec un esprit froid ces événements tragiques, et j'insiste bien sur ce mot de tragique, sur ces événements tragiques, de voir aussi qu'il pourrait y avoir des forces sous-jacentes, des forces souterraines, qui est plus ou moins pilotée, orientée, influencée cette affaire dans des buts qui ne sont évidemment pas des buts de défense ni de la démocratie, ni de la liberté d'expression.